Il existe dans la pratique des arts martiaux d'Extrême-Orient une tradition liée à la notion de rébellion. Alors ça s'explique évidemment par le contexte historique dans lequel se sont développés ces arts, mais pas seulement, c'est lié à la nature même de la pratique. Évidemment, on n'est pas sur un truc à la base qui est narcissique, comme on peut l'observer aujourd'hui, ou purement ludique, lié aux jeux sportifs, ou alors de point de vue récréationnel, comme on dit, c'est-à-dire on vient pratiquer comme on pratiquerait peut-être le ping-pong ou des choses comme ça. À la base, la nature même des arts martiaux d'Extrême-Orient mêle le travail physique, le travail spirituel et le travail moral. Alors, on en est loin aujourd'hui, après 2 ans de crise, on a vu des trucs assez extraordinaires, et le niveau de soumission des pratiquants d'arts martiaux de tout style, nous laisse un peu confondant quand même. Alors, évidemment, il y a une explication liée à tout ça, mais on va faire un petit retour dans le temps pour justement expliciter le propos et voir comment on en est arrivé à une pratique à la base qui est destinée à élever l'homme. Alors, on va dire à un niveau peut-être nietzschéen de surhomme, puisqu'on travaille l'homme ou la femme, dans toutes ses dimensions, physique, spirituelle et morale, d'accord ? Et comment on en est arrivé à un truc aujourd'hui où on n'a plus que finalement une pratique qui n'est plus l'ombre que d'elle-même. Voilà. Alors si on repart un petit peu dans le temps et qu'on voit comment c'est formaté à travers l'époque, la pratique du karaté, on va faire un bond de quelques siècles en arrière sur une petite île qui s'appelle Okinawa et qui est une île qui fait partie des archipels des Ryukyu dans la mer de Chine, entre la Chine continentale et le Japon, l'île principale du Japon qui est située un petit peu plus au nord. Alors évidemment, on a un chapelet d'îles là, et puis on a effectivement, au cours de l'histoire, d'énormes échanges culturels qui s'opèrent, et cette île subit l'influence à la fois de la Chine continentale, et à la fois du Japon, et de l'île principale du Japon qui se trouve plus au nord. Alors évidemment, on parle à la base d'une culture locale qui était quand même assez implantée, peut-être une culture du combat, et puis avec ces pêcheurs et ces commerçants qui font la navette entre ces 2 zones géographiques, on a des échanges qui s'opèrent, et puis on a évidemment un bagage culturel chinois qui aboutit sur l'île d'Okinawa. On a les premières techniques, on va appeler le terme générique de kung-fu, mais plutôt de boxe chinoise, et des différents styles de boxe chinoise qui arrivent sur l'île, et puis tout ça se mélange, évidemment, avec les techniques de combat locales, et dans cet esprit, ce creuset culturel asiatique, qui fait qu'on a toujours une dimension physique et plus ou moins spirituelle liée à la pratique. Voilà. Et ensuite, on a effectivement un événement particulier, parce qu'au XVIIe siècle, on a une tribu, on a un clan de samouraïs, on a le clan des Satsuma, qui occupe l'île d'Okinawa, donc le Japon occupe l'île, et on a une armée d'occupation qui s'installe sur l'île, et la légende voudrait que, effectivement, les armes étant interdites à l'époque, les habitants de cette île développent des ressources, on va dire, d'ingéniosité incroyables pour pouvoir se défendre éventuellement contre un occupant en armes, puisque quand vous avez un samouraï avec un sabre et que vous-même de votre côté vous n'avez pas la possibilité de disposer d'une arme, il faut développer effectivement des qualités physiques et puis des qualités d'inventivité pour pouvoir utiliser les outils dont vous pouvez disposer pour travailler et les utiliser comme armes. Alors évidemment, c'est pas l'apanage de la Chine, d'Okinawa ou du Japon. On a dans nos traditions européennes des techniques guerrières et notamment paysannes aussi, qui utilisent des instruments agraires pour pouvoir se défendre. Je rappelle que les fourches étaient pas mal utilisées dans le monde paysan, mais vous prenez tout simplement un simple bâton de marcheur, un gourdin ou un stick, on va dire, qui sert à vous aider à marcher comme une canne, et on a toute une tradition guerrière qui s'est développée nous aussi en Europe avec l'utilisation de ces instruments comme d'une arme. Alors on a évidemment à Okinawa une arme emblématique et célèbre qui a été popularisée par Bruce Lee, qui est le nunchaku, qui est ni plus ni moins qu'un fléau servant à séparer le grain au niveau de, avec le riz. Voilà, on a la même chose en Europe avec le fléau
qui servaient pour le coup à à séparer le grain au niveau du blé. Voilà. Et puis en Extrême-Orient, eh bien tous ces accessoires ont été popularisés par la suite. Et c'est ce qu'on appelle par exemple à Okinawa le kobudo. Donc c'est l'utilisation des armes. Alors vous avez évidemment la machette avec le bouclier qui se rapproche plus finalement d'un travail traditionnel de guerrier, on va dire de l'ancienne époque. Hein. Vous pouvez avoir la même chose en Europe, hein, voilà. Vous avez effectivement les bâtons, on a des armes spécifiques qui sont des sai, on a des nunchaku, enfin on a tout ce genre de choses. Et surtout, à la base de tout, on a le travail du corps et le travail des armes naturelles du corps. Voilà. Alors donc la légende veut effectivement que les habitants de l'île d'Okinawa ne disposant pas d'armes, puisque c'était interdit, eh bien ils ont développé des capacités de combat, reposant à la fois sur la transformation de leurs armes naturelles, enfin des parties de leur corps en armes naturelles, et ensuite avec l'utilisation des outils dont ils disposaient, notamment pour travailler dans les champs, en les utilisant comme armes. Alors évidemment, encore une fois, on a un phénomène d'acculturation qui se produit, et le karaté, qui est plus une technique à la base qui s'apparente à des techniques de boxe chinoises, eh bien, va emprunter des techniques de combat liées aux Japonais et notamment aux samouraïs, puisque on a un nom dans l'histoire qui ressort, qui est Maître Matsumura, qui était à la fois un samouraï et qui était donc évidemment un samouraï du clan Satsuma, et qui a modifié les techniques de combat à main nue en s'inspirant du travail du sabre. C'est pour ça que par exemple, ce clan des Satsuma était spécialisé dans une attaque décisive et mortelle basée sur un coup, hein, une première frappe qui était décisive. Et donc on travaillait dans cette optique-là de pouvoir trancher et couper avec son sabre sur une seule attaque fulgurante et on va dire une sorte d'explosion énergétique, eh bien on pourfendait un ennemi, un samouraï en armure en face, en lui tranchant le sabre et en le séparant en deux. Voilà, c'était l'idée. Et donc Matsumura, lui, a eu l'idée de transformer cet entraînement-là et cet objectif-là au niveau du travail à point nu. Et on est arrivé à cette notion de coup qui tue, de coup ultime. Pourquoi ? Parce que, eh bien, à travers une technique de frappe, il recherchait ce côté décisif sur la première frappe. Voilà, donc on voit effectivement qu'on a des influences à chaque fois, diverses et variées, qui aboutissent, au bout de quelques dizaines, quelques centaines d'années, à une pratique guerrière qui a une forme d'identité propre. Ce qui fait que le karaté, qui est devenu japonais par la suite, notamment au 19e siècle, en franchissant le cap d'être importé d'Okinawa à l'île principale du Japon, eh bien là, est devenu encore plus japonais avec cette idée de détruire son adversaire sur une attaque ultime. Voilà. Donc on voit à la base que à travers cette anecdote du développement du karaté sur l'île d'Okinawa, on a cette dimension guerrière et cette dimension de rébellion. C'est-à-dire les gens ne disposent de rien, mais pour ne pas complètement subir les exactions d'une armée d'occupation, eh bien ils vont être amenés à développer leur capacité guerrière. Alors évidemment, on a toujours cette dimension spirituelle qui accompagne la pratique. On a quelque chose de très pragmatique à la base, qui est tout simplement de se défendre, de pouvoir être en mesure de se défendre, mais on n'a pas cette dimension exclusivement pragmatique, puisque à travers la pratique, on cherche à s'améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui imprime tout l'esprit des arts martiaux. J'ai envie de dire, c'est des choses qui vont en parallèle, si vous voulez. Voilà. Et qui ne font qu'une. Voilà. La dimension spirituelle est indissociable de la dimension purement pragmatique liée à la pratique. Voilà. Alors ça crée des bugs à certains moments, puisque notamment aujourd'hui on pratique des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et puis on peut prendre des vessies pour des lanternes. On peut se dire, ah bah tiens, je fais telle chose, je vais faire du kata, et en faisant du kata, en faisant exactement la même chose face à un adversaire, eh bien je vais pouvoir être bon en combat. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Il y a des transformations, il y a des améliorations et puis des adaptations à mettre en place pour pouvoir transposer ce type de travail dans le cadre du combat. Voilà. Mais on voit que cette dimension est toujours présente.
Alors si on va un petit peu plus loin dans le temps aussi, on peut aller jusqu'à la Chine. Et puis on va avoir par exemple au tournant du XXe siècle la révolte des boxeurs. Alors c'est quoi? Eh bien, on va dire qu'au XIXe siècle, les grands colonisateurs occidentaux se sont accaparés plus ou moins le gâteau chinois. Tout le monde s'est partagé le truc. Et puis, culturellement, on commence à leur marcher un petit peu sur le coin du nez. On a les missionnaires chrétiens qui arrivent, qui prêchent pour leur paroisse et qui veulent, évidemment, parce que à cette époque-là, déjà, il existait un camp du bien. Hein. Voilà, donc il faut occidentaliser tout ça, puis surtout, il faut récupérer les richesses locales. Voilà. Alors à un moment, les gens en ont eu marre parce que culturellement, eh bien, c'est compliqué. On peut pas imposer son truc et on peut pas imposer ses vues tout le temps. Vous voyez que c'est pas nouveau. Hein. À l'époque, ça se faisait pas à coup de bombe nucléaire, mais c'était déjà, on va dire, c'était déjà dans l'air du temps, hein, l'idée d'imposer son truc. Donc il y a eu des résistances et au tournant du siècle, eh bien, on a eu ce qu'on appelle la révolte des boxeurs. Alors on avait tout un ensemble de sociétés secrètes chinoises qui reposait en termes d'organisation sur la pratique justement eh bien de différentes boxes, hein, on va dire pour le néophyte kung-fu, mais en fait cette notion regroupe différents styles de boxe, hein, voilà, chacun avec des spécificités propres, mais on a toujours effectivement ces racines communes qui sont une élévation de l'individu à travers la pratique de techniques guerrières qui servent essentiellement à tuer. Voilà. Donc on a toujours ces deux dimensions en parallèle. Et évidemment, en termes de curseur, eh bien on va osciller d'un côté et de l'autre. Hein. Évidemment, quand vous êtes en période de paix, eh bien vous travaillez les arts martiaux pour vous sentir mieux, pour vous améliorer physiquement, spirituellement, moralement, mentalement, pour aller bien. Et puis en période de guerre, avec quelques ajustements, on va dire, eh bien, ça peut vous servir tout simplement pour vous sauver la vie ou pour voilà, défendre votre pays. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc du coup, la révolte des boxeurs, ça correspond à un moment où ces différentes sociétés secrètes chinoises étaient très très nationalistes et ils avaient envie de botter le cul un petit peu des Occidentaux hors de Chine. Alors évidemment, le pouvoir en place y voyait un intérêt. Et donc, on a eu toute une période, on a eu un siège de Pékin pendant plus de 50 jours où il y a eu des exactions totales. Toutes les légations étrangères ont été la cible de ces fameux boxeurs. Alors on a eu des civils qui ont été trucidés dans tous les sens, il y a eu des tortures, il y a eu... Enfin voilà. Il faut savoir quand même que... Alors ça c'est toujours un truc qui m'a assez interpellé, c'est que le chinois peut être quand même très, on va dire, cruel. Hein, on va dire comme ça. Voilà. Culturellement, il y a un truc... Moi ça m'a toujours fait marrer parce que je vois vous voyez, on a des styles, le style de Tai Chi par exemple. Vous avez le Tai Chi de la montagne parfumée. Donc le mec il est là, il est avec un petit kimono en soie et puis il fait des mouvements lents, etc. Voilà. Et ça contraste fortement avec quand ils se mettent en colère, ça se termine, les mecs se font dépecer au milieu de la rue, quoi. Hein, je veux dire, au milieu de tout le monde. Donc il y a toujours une dimension. On voit que l'homme est barbare quelque part, hein, et donc on essaye de canaliser cette énergie. Et tout ça. Peut-être que la pratique des arts martiaux, c'est ça aussi, c'est essayer de canaliser une énergie négative, une énergie violente, une énergie guerrière, et puis d'essayer de la sublimer en temps de paix, on va dire, hein, pour essayer d'élever l'homme et d'élever la conscience de l'homme. Et puis peut-être qu'en temps de guerre, on lâche la bride. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé au tournant du XXe siècle. On a eu cette révolte des boxeurs. Hein, à peu près à la fin, ça a duré quelques temps avant que les puissances occidentales se vengent. Mais bon, grosso modo, il y a eu 50 000 morts, quoi, hein, parmi les boxeurs, les Chinois. Enfin voilà. Après, les puissances étrangères qui se partageaient le gâteau chinois se sont organisées et alliées pour pouvoir mater la rébellion. Donc, on a envoyé 100 000 bonhommes là-dedans, des Russes, des Américains, des Français, des Autrichiens, des Allemands. Et puis ils ont fait exactement pareil, hein, des viols, des meurtres, ils ont décapité les Chinois qui s'étaient rebellés, et puis voilà, ça s'est terminé dans un bain de sang. Alors, des deux côtés, il n'y a pas de jugement moral là-dedans, hein, voilà, c'est tout, il y a des exactions des deux côtés, la guerre c'est jamais beau, hein, c'est toujours les mecs qui sont au milieu, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, qui en font les frais, tout simplement, voilà. N'empêche qu'on peut remarquer que encore une fois, on a un territoire qui est occupé, et puis il y a cette menace, encore une fois, de destruction culturelle. On a des gouvernements extérieurs, des envahisseurs extérieurs,
qui veulent imposer leur vue. Puis à un moment, ça fait comme une cocotte minute, ça bout, et puis ça finit par exploser. C'est comme ça. Donc vous voyez que dans la pratique des arts martiaux, il y a ces dimensions-là. On n'est pas que sur des techniques qui servent à foutre, par exemple, aujourd'hui, pour l'homme moderne, un coup de poing sur le pif du mec qui vous a volé votre place de parking, hein, que vous étiez en train de convoiter. Non, la dimension est bien plus importante. Alors, il y a cette notion de rébellion, il y a cette notion de positionnement et puis d'élévation spirituelle. On cherche à ce que l'homme grandisse à travers cette pratique guerrière et brutale. Et on est dans une notion de surhomme, encore une fois, au sens nietzschéen, hein, par une pratique difficile, par une pratique assidue. On cherche à grandir, à se développer, à s'affirmer à travers une pratique culturelle. Et on n'est pas du tout dans une dimension moderne aujourd'hui qui serait le transhumanisme, hein, qui est proposé par nos mondialistes. Hein. Grosso modo, c'est quoi? À coup d'intelligence artificielle, on va vous greffer des trucs dans le cerveau, on va vous mettre des bras bioniques, et puis vous allez être meilleur. Non, vous serez pas meilleur parce que justement, il n'y a aucun effort là-dedans, et l'homme ne va pas évoluer en tant que tel, hein, au niveau de sa conscience. Voilà, on ne fait que rajouter des capacités de se greffer des choses. Je veux dire, que ça soit au niveau guerrier, vous avez la capacité de nuire beaucoup plus qu'à l'époque de l'épée. Et puis au niveau du quotidien, vous vous affaiblissez parce qu'on ne fait qu'avoir que des prothèses, quoi. Je veux dire, avoir un téléphone portable en permanence, c'est la facilité. Quand vous devez chercher une information, vous allez tout de suite sur Wikipédia. Alors, peut-être pour les adultes, hein, pour les jeunes, ça va être TikTok et compagnie, voilà, où là, vous prennent leurs informations. Donc je vous laisse imaginer la qualité du truc. Et puis vous faites plus l'effort d'aller, ne serait-ce que comme moi quand j'étais étudiant, dans une bibliothèque pour commencer à fouiller dans des bouquins et puis faire vos propres recherches. Voilà. Donc, est-ce que ce modernisme-là qui nous est proposé est vraiment la panacée à nos problèmes? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Bref, dans tous les cas de figure, pourquoi aujourd'hui un pratiquant d'art martial est un type qui se soumet? Pourquoi il se soumet aux injonctions? Pourquoi, alors qu'il sait que c'est débile, il va le faire? Voilà. Tout simplement parce qu'on a une évolution qui est pas forcément dans le bon sens pour moi, hein, on a une évolution mercantile, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que effectivement la pratique des arts martiaux, qui à la base est quelque chose qui doit servir à élever l'individu, a été réutilisé plus ou moins, hein, voilà, pour les nationalistes, pour les guerres, parce que évidemment le Japon nationaliste des années 30 peut-être a réutilisé la pratique des arts martiaux pour appuyer un peu plus sur des volontés impériales, d'affirmation identitaire nationale, des choses comme celle-là, mais au niveau de l'individu, non, il y a toujours cette dimension de recherche spirituelle à travers une pratique guerrière qui doit vous ouvrir un petit peu les égoutilles. L'idée, c'est de développer une sensibilité, un esprit critique, et puis de vous affirmer aussi. Et quand vous vous lancez dans une bataille, de vous lancer dans une bataille, une cause qui vous paraît juste. Et ça, c'est complètement opposé à la soumission. On est bien d'accord. Et donc aujourd'hui, avec le développement des arts martiaux qui ne sont plus que, dans le meilleur des cas, des arts où vous allez travailler physique avec les copains, et voilà, il y a une dimension purement commerciale. Vous payez un abonnement, vous payez une licence auprès d'une fédération. Il faut absolument que vous ayez un beau petit kimono blanc et puis vous travaillez sur un tatami dans un dojo chauffé parce que sinon ça va pas. Et on a perdu le fil, on a perdu la dimension originelle de la pratique, tout simplement. Moi je l'ai dit plus d'une fois, à un moment donné, si vous pouvez plus vous entraîner dans un dojo, vous faites comme à Okinawa. Voilà, Okinawa au XVIIe siècle, les mecs se retrouvaient dans l'arrière-cour des maisons pour pratiquer. Puis on n'a peut-être pas besoin d'avoir un short Venom à 60 € pour pouvoir pratiquer aujourd'hui le MMA, ou avoir un kimono immaculé tout blanc de la marque Shuraido qui vient du Japon, parce que évidemment quand ça claque, quand on fait les katas, on est beaucoup plus beau, on est beaucoup plus beau dans la glace. On n'a peut-être pas besoin de ça, hein. Voilà, la pratique des arts martiaux en période, on va dire, de coercition, comme on le ressent aujourd'hui, de glissement dangereux vers une forme de totalitarisme, ça sert aussi à une affirmation de l'individu et puis à éviter la soumission, ça a une forme d'ancrage. Et à ce moment-là, vous avez une opposition en face. Ça fait partie de notre culture, les arts martiaux.
Voilà, on a une opposition, c'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'on se heurte à quelque chose qui nous résiste, comme en musculation. Quand en musculation, vous travaillez de plus en plus lourd, c'est parce que vous vous habituez, vos fibres musculaires s'habituent. Si vous voulez progresser, c'est-à-dire être capable de développer plus de force, eh bien, vous devez vous opposer à quelque chose. Et là, en l'occurrence, ça va être un poids un peu plus lourd. Voilà, tout simplement. Eh bien, malheureusement, dans le cas de figure qui nous occupe aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit se développer, eh bien, force est de constater que la plupart des pratiquants d'arts martiaux n'ont plus cette notion de rébellion. Voilà, ah, je peux plus pratiquer, bah, je peux plus pratiquer. Mais c'est quoi ça, cette notion de soumission? Qu'est-ce que c'est ça? Cette opposition qui se dresse devant moi? Alors évidemment, c'est pas une mince affaire, on est d'accord, mais bon, quand même, plutôt que d'en faire un outil de réalisation personnelle et d'entrer dans la bataille et se dire on m'empêche de, bah non, moi je vais contre parce que je vais grandir à travers cette opposition. Eh bien, vous vous soumettez. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, on n'est plus dans la tradition originelle des arts martiaux, qui est effectivement, encore une fois, je le répète, un travail sur soi pour grandir, s'améliorer physiquement, s'améliorer spirituellement, s'améliorer mentalement également. On est dans une soumission totale, parce qu'on préfère rester dans nos dojos feutrés, chauffés, avec les potes, et dans un esprit de camaraderie sportive. Ben non, c'est pas ça. Voilà. Vous oubliez, les gars, l'origine du truc, vous oubliez l'histoire. Hein. Je rappelle que dans les films de Bruce Lee, qu'on a tous adorés, en tant que pratiquant d'un art martial, qui soit japonais, on va dire, même si vous pratiquez la boxe occidentale ou si vous pratiquez une forme de boxe chinoise, Bruce Lee, c'est une icône, on est d'accord. Eh bien, dans ses premiers films, à un moment donné, il a replacé cette dimension historique, effectivement, du chinois qui était dans une partie de l'histoire, comment dire, dominée par les Japonais, entre autres. Hein. Il y a dans une scène célèbre d'un de ses films où il disait, voilà, le chinois, une fois qu'il a foutu une branlée à tous les Japonais qui étaient dans le dojo, grâce à lui était chinois, grâce à sa méthode de combat chinoise, dit voilà, vous saurez maintenant que le chinois n'est plus l'homme malade de l'Asie. Voilà, et ça c'est des films des années 60, donc c'est quand même un truc qui est ancré. Alors pourquoi aujourd'hui on a une rupture avec tout ça? Pourquoi aujourd'hui on a effectivement des gens qui se soumettent et qui n'ont plus cette dimension, on va dire, véritablement martiale? Et c'est là où il y a un souci. Pourquoi? Parce que, eh bien, la pratique de nos arts s'est développée exclusivement sur le versant sportif. Voilà, exclusivement sur le versant sportif, en oubliant l'aspect culturel, la dimension morale et spirituelle de la pratique. Et ça, c'est un gros problème. C'est le premier gros problème. Le second gros problème, c'est effectivement la dimension exclusivement, ou quasi exclusivement, mercantile. Les arts martiaux, c'est un business. Alors, je crache pas dans la soupe. J'ai eu un club, mais les gens payaient une cotisation pour tout travail mérite salaire. Mais à travers mon enseignement, personnellement, j'ai toujours essayé d'apporter autre chose. On vient pas là que pour transpirer. Il y a une autre dimension derrière. Et à un moment donné, si vous pouvez pas, encore une fois, comme je le dis, vous entrer dans les conditions classiques, mais vous faites comme les anciens. Vous allez travailler dans les arrière-cours, vous allez travailler dans les forêts, vous allez travailler même seul. Voilà, il y a plein de choses à faire seul, en opposition du renforcement, de la musculation, des choses comme ça. L'idée étant toujours de muscler son mental en même temps que son physique. Et on progresse toujours, encore une fois, comme je le dis, parce qu'il y a une opposition en face de vous, un obstacle à surmonter, et il faut sortir les doigts, il faut donner le meilleur. Mais ça ne passe certainement pas par la soumission. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai, à travers cette vidéo, fait un petit retour historique qui peut être intéressant, et puis surtout une réflexion personnelle sur ce qui nous arrive aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Voilà, je pense que, encore une fois, d'un point de vue individuel, quand on pratique un art martial, c'est tous les jours, c'est au quotidien, ça imprime tout ce que vous faites, et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on s'améliore. Voilà. Et que pour ça, on n'a pas besoin, encore une fois, d'aller dans une salle surchauffée avec des beaux tatamis sur lesquels on se sent bien. Non, on est dans une opposition tout le temps avec l'environnement, avec les autres, et c'est ça qui nous fait grandir. L'opposition qui se dresse devant vous, eh bien, c'est quelque part un partenaire qui est censé vous faire progresser. Et cette forme d'opposition,
eh bien, justement, elle prend différentes formes. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans un contexte où on a différentes oppositions. Puis des fois, c'est des murs, hein, c'est des murs, waouh. Eh bien, faut utiliser ces leviers-là pour en faire une force, justement, une force positive de progression en restant, encore une fois, dans la tradition de ce qu'on pratique. Donc faites attention au côté mercantile et faites attention au côté purement sportif qui fait que on zappe évidemment, on va dire une bonne partie de ce qui fait l'essence de la pratique des arts martiaux. Allez, je vous dis à plus, ciao.